Durant des décennies, la Biélorussie était plus qu'un simple voisin. C'était l'un des alliés les plus proches de Poutine, son partenaire dans ce qu'on appelle l'état de l'Union. La Biélorussie et la Russie avançaient, parlaient et faisaient même des simulations de guerre ensemble. C'est pourquoi c'était presque incroyable lorsque l'allié de longue date de Poutine, l'homme qui le connaît probablement mieux que quiconque, Alexander Loukachenko, a lancé une menace choc dans une interview russe. Si Moscou pensait annexer la Biélorussie sans conséquence, elle se trompe, et le président biélorusse s'est assuré que tout le monde le sache. Permettez-moi de vous en parler en octobre 2024. Loukachenko a accordé une interview exclusive à son Vestia, une publication quotidienne en grand format, qui est décrite comme le journal national de la Russie. Dans cette interview, le président biélorusse a abordé de nombreux points chauds politiques actuels, y compris la guerre en Ukraine, le sort des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et même sa propre présidence, que l'Occident ne reconnaît pas comme légitime. Cependant, la partie de l'interview qui a sans doute fait le plus de bruit est survenue lorsque Loukachenko a été interrogé sur l'état de l'Union entre la Russie et la Biélorussie, ses perspectives et ses défis. Loukachenko a abordé cette question avec un certain niveau de retenue, choisissant soigneusement ses mots. Il a décrit l'état de l'Union comme une maison qui doit être construite à partir de la fondation. Il a également fait référence à l'histoire commune centenaire des deux pays et à la patrie commune, comme il l'a appelée, de Brest à Vladivostok. Le premier signe de ce qui allait suivre est apparu quand Loukachenko a affirmé qu'il y avait en fait deux États souverains dans l'état de l'Union. La partie souveraine n'était pas un hasard. Il a souligné l'importance de la souveraineté pour les deux pays. Nous dépendons l'un de l'autre, mais restons deux pays distincts, a déclaré Loukachenko, soulignant que malgré des liens profonds, ils garderaient leurs identités nationales. Et ce n'était pas seulement un message diplomatique, c'était un rejet catégorique de toute idée d'absorption de la Biélorussie par la Russie. Mais Loukachenko a continué d'insister sur la souveraineté de la Biélorussie. Il a clairement indiqué que la Biélorussie n'était pas un État satellite, comme certains pourraient l'imaginer. Il a rappelé que la Biélorussie avait initié l'état d'union du temps de Boris Eltsine et qu'elle ne deviendrait jamais un État vassal de la Russie. Cette union visait simplement à renforcer la coopération économique et de défense, sans pour autant supprimer les frontières. Plus Loukachenko continuait, plus il devenait animé, abandonnant toute prétention à la diplomatie. Puis il a cessé de mâcher ses mots. Ce ne sont pas les Moyen-Âge, où l'on s'empare d'un territoire, perçoit des taxes et où tout va bien, a-t-il dit. Le monde a changé, il est différent désormais. La frustration de Loukachenko face à l'idée est devenue plus évidente alors qu'il insistait, affirmant que les réalités géopolitiques du XXIe siècle ne pouvaient être ignorées. Son ton est devenu plus tranchant. Loukachenko a qualifié l'idée d'expansion territoriale, sans conséquences dévastatrices de buts stupides. Et selon Loukachenko, ni lui ni Poutine ne sont des gens stupides. Il a même cité la guerre en cours en Ukraine comme un exemple parfait de pourquoi de telles ambitions sont mal avisées. La conquête d'aujourd'hui ne garantit pas le succès de demain. Une guérilla constante et des attaques terroristes. Vivre dans une peur constante n'a aucun intérêt. Bien qu'il parlait des plans de la Russie pour l'Ukraine, il est clair qu'il pensait aussi à la Biélorussie. Si vous doutez encore que Loukachenko ose défier Poutine aussi ouvertement, voici quelques citations à considérer. Le président biélorusse a qualifié d'impossible et irréaliste l'idée d'une intégration formelle de la Biélorussie à la Russie. Il a ensuite ajouté, désolé de le dire, que cela signifierait la guerre. Et voilà, une ligne dure tracée dans le sable. Un rejet clair et public de toute nouvelle expansion russe en Biélorussie. La position de Loukachenko n'était pas seulement une conviction personnelle, elle était appuyée par les Biélorusses. Il a affirmé que personne ne l'avait mandaté pour rechercher une union plus étroite via l'intégration. Toute avancée dans cette direction serait réprimée par le peuple biélorusse, a-t-il affirmé, qualifiant ces personnes de loyales, fiables et honnêtes. Pour Loukachenko et son peuple, la souveraineté de la Biélorussie est non négociable. Son entretien avec Izvestia était un homme envoyant un message à Moscou, respecter l'indépendance de la Biélorussie ou affronter les conséquences. Vous vous demandez peut-être d'où vient cette discussion sur l'absorption de la Biélorussie par la Russie. Est-ce de la paranoïa ou une réponse à l'influence croissante de la Russie? La discussion sur l'absorption de la Biélorussie par la Russie cache quelque chose de plus concret, sans pour autant être exact. En fait, il existe un plan officiel pour cela. En 2023, un document russe divulgué a détaillé les plans concrets de Moscou pour absorber progressivement la Biélorussie dans son giron d'ici 2030. C'est juste dans quelques années. Le document interne a révélé la stratégie à long terme de la Russie pour unifier les deux pays, une stratégie qui a été longtemps en préparation. Dès avril 2021, la Russie avait déjà commencé à positionner ses forces près de la frontière Biélorussie-Ukraine, dans ce qui a été vu comme un prélude à l'invasion de l'Ukraine. Le plan était clair. Après la chute de l'Ukraine, la Biélorussie devait suivre. Comme nous le savons, cela ne s'est pas produit.
L'Ukraine tient toujours debout. Cependant, le document divulgué a renforcé les soupçons que les ambitions de la Russie étaient loin de se limiter à l'Ukraine. Il ne s'agissait pas seulement de reprendre ce que la Russie considérait comme des terres historiquement russes. Il s'agissait de redessiner les frontières et de consolider le pouvoir sous un nouvel empire russe. La stratégie russe pour la Biélorussie était similaire à ses plans pour l'Ukraine, l'invasion de Poutine cherchant à soumettre les deux pays à l'autorité de Moscou. Selon une source de renseignement occidentale, après une victoire en Ukraine, le Kremlin aurait appliqué en Biélorussie toutes les tactiques de son playbook pour la placer sous sa coupe. Avec cela à l'esprit, examinons de plus près le playbook. Une question cruciale se pose. Comment savons-nous que nous existons? Eh bien, le plan pour absorber la Biélorussie a été divulgué par un consortium international de journalistes, avec des grands médias comme Yahoo News et le Süddeutsche Zeitung allemand en tête. Le Kyiv Independent d'Ukraine et le Centre d'investigation biélorusse étaient également impliqués. Mais ces organisations de presse n'ont pas simplement tiré l'information de nulle part, elles ont fait de grands efforts pour vérifier l'authenticité du document. Après consultation d'analystes et d'experts, ils ont confirmé l'authenticité du document. Même un responsable occidental anonyme a confirmé que le plan avait été préparé par la Direction présidentielle pour la coopération transfrontalière, une subdivision mise en place par l'administration de Poutine en 2018 spécifiquement pour les stratégies impliquant la Biélorussie, l'Ukraine et plusieurs autres États voisins. Par stratégie, nous voulons dire trouver des façons de contrôler les pays voisins. La direction présidentielle est présidée par un haut fonctionnaire du Kremlin, Alexei Filatov, qui rend directement compte à Dmitri Kozak, le chef d'état-major adjoint du Kremlin. L'équipe de Filatov a été chargée de définir les objectifs stratégiques de la Russie pour la Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie et les États baltes, avec l'apport de toutes les structures de pouvoir russes. Le plan divulgué pour la Biélorussie révèle une opération d'envergure, pas une action mineure. Selon des sources, les services de renseignement russes et l'armée avaient leurs mains partout sur ce document. Le service de sécurité fédérale, le service de renseignement extérieur, l'état-major des forces armées et sa direction principale, Glavnoye Razvedivatel Noye Upravleni. Ils ont tous contribué. Donc, nous parlons de contributions provenant de certains des plus hauts niveaux du Kremlin. Le plan finalisé aurait été présenté à Kozak à l'automne 2021, confirmant que ce n'était pas juste une idée vague, mais une stratégie concrète élaborée pendant des années. Alors, qu'ont réussi à élaborer ensemble les plus grands cerveaux du Kremlin? Le document interne de 17 pages décrit essentiellement une approche calculée, et à plusieurs volets pour intégrer la Biélorussie dans ce qu'on appelle un état d'union. D'après le document, le processus n'est pas seulement politique. Cela impliquerait aussi une intégration militaire, économique et culturelle, faisant de la Biélorussie un état satellite sous l'influence totale de Moscou. L'idée d'un état-union entre la Russie et la Biélorussie n'est pas nouvelle. Comme mentionné, elle remonte à l'époque de Yeltsin, premier président de la Fédération de Russie. Le concept d'État-union a été introduit au milieu des années 90 et formalisé par un traité en 1999. Cependant, il n'a jamais été pleinement réalisé. Depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir, le traité est resté en sommeil pendant près de 20 ans. Puis est venue l'annexion illégale de la Crimée en 2014. Avec l'affirmation croissante de Poutine dans la région, l'idée d'un État-union a refait surface. Poutine et Loukachenko ont signé des accords jetant les bases de 28 programmes d'intégration, axés sur les questions économiques et militaires, mais évitant notablement la question sensible de la fusion politique complète. Le document divulgué poursuit exactement là où ses arguments se sont arrêtés, préconisant une absorption progressive mais complète. Le document est divisé en 3 calendriers spécifiques, à court terme d'ici 2022, à moyen terme d'ici 2025 et à long terme d'ici 2030. Les objectifs de 2022 étaient essentiels, visant à accroître l'influence pro-russe dans les structures politiques, militaires et sociétales biélorusses. Un élément clé était la création de sentiments pro-russes, tant au sein des élites politiques et militaires de la Biélorussie que de la population en général. Ce document semble familier, n'est-ce pas? En plus de renforcer l'influence russe, il souligne l'importance de réduire les forces nationalistes et pro-occidentales en Biélorussie, faisant référence aux longs efforts de la Russie pour contrôler la souveraineté biélorusse. Le document prône des réformes constitutionnelles en Biélorussie pour mieux s'aligner sur les priorités russes en politique étrangère et de défense. Les efforts ont atteint leur apogée lors du référendum de février 2022 en Biélorussie, où des amendements constitutionnels ont notamment supprimé le statut de neutralité du pays. 82,9% des électeurs, soit plus de 4,4 millions de personnes ont voté en faveur de ces amendements, marquant un changement significatif en faveur des intérêts russes. Puis nous passons aux objectifs à moyen terme.
D'ici 2025, la Russie comptait accroître son influence dans les domaines clés de la société biélorusse. Le document appelle à la création de groupes d'influence pro-russes, durables au sein des communautés politiques, militaires et commerciales biélorusses, reflétant les tactiques précédemment utilisées par la Russie dans d'autres régions, où elle a favorisé des élites loyales agissant comme intermédiaires pour les agendas de Moscou. L'une des étapes clés de cette phase est l'expansion de la présence militaire russe en Biélorussie. Cela inclurait à la fois l'augmentation du nombre de bases militaires russes dans le pays et l'intégration plus étroite des forces armées biélorusses dans l'appareil militaire russe. Le document prévoit une structure de commandement conjointe pour les forces russes et biélorusses, ce qui est nécessaire pour rendre cela possible. Il prévoit aussi d'accroître le nombre de dépôts d'armes russes en Biélorussie. Cela permettrait à la Russie de contrôler la stratégie de défense biélorusse en positionnant ses forces plus près du flanc est de l'OTAN, dans le contexte de la guerre en Ukraine. Une telle présence aurait sans aucun doute de grandes implications pour la sécurité de la région, en particulier pour les pays voisins de l'OTAN comme la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Et ce n'est que l'aspect militaire. La stratégie a aussi détaillé les étapes pour simplifier la délivrance de passeports russes aux Biélorusses, une tactique utilisée en Crimée, en Abkhazie et en Ossétie du Sud. La passeportisation est un moyen d'établir des revendications légales sur les populations, facilitant la justification d'une intervention militaire ou d'une annexion. L'introduction d'une monnaie unique, probablement le rouble russe, était également une partie clé de cette phase, une partie qui lierait davantage l'économie de la Biélorussie à celle de la Russie. La Biélorussie dépend depuis longtemps de la Russie pour l'énergie, le pays important des quantités significatives de gaz et de pétrole. Selon l'Agence internationale de l'énergie, 90% des importations totales d'énergie en Biélorussie proviennent de Russie. Malgré les plans de réduction de la dépendance à 70% d'ici 2035, la Russie vise au contraire à approfondir l'intégration énergétique. Cela comprend le contrôle potentiel de l'infrastructure énergétique de la Biélorussie, comme ses centrales nucléaires et ses pipelines, et la redirection du commerce biélorusse des ports baltes vers les ports russes. Ce n'est que le commencement. La stratégie russe prévoit l'intégration totale de la Biélorussie dans un nouvel empire russe, sous l'égide de l'État de l'Union d'ici 2030, en plus de la domination politique et militaire. Abordés précédemment, les objectifs à long terme visent l'assimilation culturelle et idéologique. Selon le document divulgué, la Russie vise à créer un espace culturel unique et une approche commune de l'interprétation de l'histoire. La Russie veut effacer l'identité biélorusse distincte. Au cœur de cette éradication se trouve la promotion de la langue russe au détriment du biélorusse, un processus qui a déjà fait des avancées significatives, car l'ancienne est largement parlée à travers le pays. Selon le Comité national de statistique de la Biélorussie, plus de 40% des Biélorusses considèrent le russe comme leur langue maternelle. Mais avoir le russe largement parlé n'est pas le but. L'objectif final est que le russe devienne la seule langue d'enseignement et de médias, alignant complètement la Biélorussie avec les récits culturels et politiques russes. La stratégie prévoit aussi la création d'organisations non gouvernementales et de centres culturels affiliés à la Russie en Biélorussie. Leur unique but serait de promouvoir l'influence russe sur la société civile biélorusse. Il ne serait qu'une autre pièce du puzzle global de la russification, visant à créer une société où le nationalisme biélorusse est supprimé et l'identité russe est promue. Évidemment, cela nécessiterait une bonne dose de propagande. La machine de propagande russe, alimentée par les médias d'État et la manipulation d'Internet, a été un outil clé pour consolider le pouvoir au niveau national et dans les pays voisins. C'est pourquoi le document souligne également l'importance de contrôler l'espace d'information. En pratique, cela signifierait remplacer les voix indépendantes ou pro-occidentales par des récits pro-Kremlin, justifiant la fusion progressive de la Biélorussie avec la Russie. L'objectif final est de remodeler complètement l'opinion publique. Si toutes ces stratégies devaient se concrétiser, la Biélorussie cesserait d'exister en tant qu'État indépendant. Ce ne serait rien de plus que le vassal de Moscou, soumis à tous les caprices de Poutine. La Russie deviendrait également voisine immédiate de la Lituanie et de la Pologne à l'Est, ce qui a de sérieuses implications pour l'OTAN et l'Europe dans son ensemble. Il va donc sans dire que personne en dehors des frontières russes n'est particulièrement enthousiaste à propos des plans de Moscou. Après la publication du document interne, Svetlana Tsikhanovskaya, dirigeante de l'opposition biélorusse en exil, a vivement critiqué l'État-Union, le qualifiant de menace pour le peuple et la souveraineté de la Biélorussie. Elle a noté à ajouter qu'un tel État ne serait pas une union d'égaux, mais une feuille de route pour l'absorption de la Biélorussie par la Russie.
Si une telle absorption devait se produire, la Biélorussie pourrait dire adieu à toute apparence de démocratie, un chemin pour lequel Tikhanovskaya et d'autres dirigeants de l'opposition biélorusse luttent avec acharnement. Mais qu'en est-il de Loukachenko? Quelle a été sa réaction aux documents divulgués? S'adressant à des journalistes locaux lors d'un événement sportif, le président biélorusse a rejeté ce rapport comme une tentative de diviser la Russie et son pays. Cependant, il n'a pas nié la légitimité du document. En fait, il a affirmé qu'un tel document aurait pu être élaboré il y a 3 ans par un groupe de personnes au sein de l'administration de Poutine. Pour sa part, il a réitéré qu'il considère la Biélorussie comme un État indépendant et souverain. Cette réaction était-elle sincère ou juste une performance soigneusement orchestrée? La dernière semble plus plausible. Loukachenko tente depuis longtemps d'équilibrer sa dépendance envers Poutine et son insistance sur la souveraineté biélorusse. Avant la guerre en Ukraine, Loukachenko résistait souvent à la Russie, utilisant des discours et de petits changements politiques pour affirmer l'indépendance biélorusse. Il a réussi à faire de la Biélorussie un pont unique entre la Russie et l'Occident, utilisant ce statut pour obtenir des concessions économiques de Moscou. Mais les événements de 2020 ont tout changé. La réélection contestée de Loukachenko a provoqué des manifestations massives et la condamnation de l'Occident. Loukachenko s'est donc retrouvé isolé politiquement et dépendant du soutien de Poutine pour garder le pouvoir. Selon Tikhanovskaya, sans Poutine, Loukachenko n'aurait pas survécu. Cette dépendance a mené à une érosion progressive de l'autonomie biélorusse, la Russie exerçant un contrôle accru sur les sphères politiques et économiques du pays. En parallèle, la Biélorussie a cessé d'équilibrer les intérêts occidentaux et russes pour devenir un allié russe à part entière. Cette alliance est devenue de plus en plus évidente, alors que les tensions s'intensifiaient avec l'Ukraine. La Russie a déployé des troupes en Biélorussie pour des exercices militaires conjoints, mais ces troupes sont restées au-delà de leur date de départ prévue. Rétrospectivement, c'était un signe évident du rôle de la Biélorussie dans la stratégie russe pour l'invasion. Avec l'escalade des tensions en Ukraine, la Biélorussie a pris une nouvelle importance pour Moscou. Vous savez, de la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine, la capitale ukrainienne ne se trouve qu'à 140 miles. Cette proximité géographique avec Kiev offrait une route directe et stratégiquement avantageuse pour toute incursion militaire potentielle. Les troupes, avions et artillerie lourdes russes, positionnées en Biélorussie, envoient un message clair sur l'intention de Moscou d'utiliser cette route. Et c'est précisément ce qu'elle a fait lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022. La Biélorussie est devenue une rampe de lancement essentielle, donnant aux forces russes un accès facile à Kiev depuis le nord. Cela a aussi fait de la Biélorussie un acteur de facto dans la guerre. Des systèmes de missiles stationnés en Biélorussie ont tiré sur l'Ukraine, et les bases aériennes ont soutenu les sorties aériennes russes. L'infrastructure biélorusse a servi de route d'approvisionnement pour les soldats russes, impliquant totalement la Biélorussie. La Biélorussie est presque totalement impliquée dans la guerre en Ukraine. Cependant, Loukachenko a évité d'envoyer directement des troupes biélorusses, probablement pour préserver son pouvoir. La population biélorusse s'est opposée à une implication directe en Ukraine, exprimant clairement ce sentiment populaire. Il y a eu de nombreux cas de sabotage contre l'infrastructure biélorusse, comme plus de 80 attaques sur les lignes de chemin de fer utilisées par les forces russes depuis avril 2022, ce qui a rappelé à Loukachenko que le public n'était pas unanimement derrière lui pour soutenir la Russie. Il semble que Loukachenko ait entendu ce message haut et fort, et sa rhétorique le reflétait. Il a assuré aux Biélorusses que la nation ne s'engagerait dans l'autodéfense qu'en cas d'attaque. Il a tenu sa promesse, malgré les demandes répétées de Poutine pour des soldats biélorusses, retardant tout engagement formel à rejoindre le combat. Toutefois, en 2023, la dépendance de la Biélorussie envers la Russie s'est davantage accentuée. Après le référendum de 2022 supprimant le statut non nucléaire de la Biélorussie, Poutine a annoncé des plans pour y stationner des armes nucléaires tactiques, marquant une escalade majeure. L'ambassadeur russe en Biélorussie, Boris Gryzlov, a confirmé que ces armes seraient déployées dans l'ouest du pays, près des frontières de l'OTAN, aggravant les tensions régionales. Ce mouvement a aussi signalé clairement que la Biélorussie a abandonné toute prétention de neutralité. Des analystes occidentaux ont qualifié la Biélorussie d'État marionnette sous influence russe. Néanmoins, Loukachenko a régulièrement signalé qu'il préférait éviter une implication directe dans le conflit. Et nous ne parlons pas seulement de refuser d'envoyer les troupes biélorusses. Quand un missile ukrainien a atterri par erreur en Biélorussie en décembre 2022, les médias d'État du pays sont restés muets sur l'incident. En d'autres termes, ils ont choisi de ne pas escalader les tensions, malgré une occasion en or de le présenter comme une attaque et de riposter. Cependant, la rhétorique de Loukachenko n'a pas changé. En février 2023, il a déclaré que la Biélorussie se joindrait à la Russie pour combattre en cas d'invasion de son territoire.
En septembre 2024, une fois l'arsenal nucléaire pleinement déployé, il a déclaré qu'une attaque contre la Biélorussie déclencherait la Troisième Guerre mondiale. L'arrivée d'armes nucléaires tactiques et la formation de conscrits russes et mercenaires Wagner en Biélorussie ont fait du pays un avant-poste militaire essentiel pour la Russie. Les pays voisins, comme la Pologne et la Lituanie, ont perçu cette transformation comme une menace et ont renforcé leur défense militaire en réponse. La Biélorussie a renforcé ses défenses militaires et sa présence de troupes à la frontière ukrainienne. Selon les rapports, environ un tiers des forces armées biélorusses sont actuellement déployées à la frontière. La Biélorussie compte environ 60 000 troupes au total, dont 48 000 dans l'armée professionnelle et 12 000 dans le comité de la frontière d'État, ce qui représente un mouvement important. De même pour l'artillerie lourde et la défense aérienne. Malgré leur présentation comme mesure défensive, ces mouvements reflètent clairement un alignement croissant avec les objectifs russes. Ajoutez à cela la collaboration active des soldats biélorusses dans des rôles logistiques, et il devient évidemment clair que l'autonomie de la Biélorussie a été sacrifiée sur l'autel des besoins de sécurité russes dans une certaine mesure. Avec la concrétisation croissante du cadre de l'accord de l'Union-État, Loukachenko se trouve à un carrefour. La première voie d'y mène à une intégration totale avec la Russie, un plan qui n'a été ralenti que par la guerre en Ukraine, pas arrêté. Les tactiques russes turlusent pour ce plan ont pu s'adoucir par moments pour ne pas déstabiliser la Biélorussie, mais la pression demeure constante. Quant à la deuxième voie, elle nécessiterait que Loukachenko résiste activement à l'influence de la Russie pour maintenir la souveraineté biélorusse. Si le président biélorusse choisit cette voie, il devra probablement affronter des défis internes et des répercussions économiques de la part de la Russie. Sans parler de la colère de Poutine, qui devient de plus en plus imprévisible. Serhiy Kyslytsy, représentant permanent de l'Ukraine à l'Organisation des Nations Unies, a qualifié la situation de Loukachenko de dilemme, du type catch-22, au vu des deux voies présentées. Selon vous, Loukachenko a-t-il réellement une marge de manœuvre dans cette situation? Est-il condamné à rester un pion dans le jeu géopolitique de Poutine? Arrivera-t-il un jour à se libérer du joug russe? La Biélorussie est-elle condamnée à faire partie d'un empire russe plus vaste? Donnez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Allez maintenant voir l'Espagne en a assez de la Russie, sortez de l'Ukraine. Ou cliquez sur cette autre vidéo.